Que savez-vous de l'organisation mondiale Bilderberg, moi je n'en avais jamais entendu parler, qui réunit chaque année les personnages les plus influents du monde? Vous connaissez ça, vous? Non. Bon, ben voilà. Je connais Davos, bilan direct, je connais la Bilderberg. Tricontinentale, je connais Davos, mais je connais pas... Mais en tout cas, je ne connais pas du tout cette organisation, donc je n'en dirai rien. C'est peut-être une invention d'un téléspectateur qui Vous voulez vérifier qui qu'on nous est... teste. Je me méfie Voilà. beaucoup de ces organisations mondiales qui, dans l'ombre, se réunissent et distribuent en quelque sorte les dividendes et les rôles. D'accord. C'est une On est vision de d'accord. complot de l'histoire. C'est paisible. Et qui manipule ce projet mondialiste à vos yeux? Écoutez, je crois que c'est les grands organismes qui sont connus. Il y a un certain nombre d'organisations internationales qui font la promotion de cette conception. Mais Ah, conspirationniste. Non mais, alors, ça fait partie des... trilatérale. Oui, la trilatérale. Et Ça, Bilderberg. Et Bilderberg. Je pense qu'il n'y a pas de 10% des gens qui savent ce que c'est, mais moi je vais le dire ce que c'est. D'abord, je vous invite les uns les autres qui vous intéressez à ce sujet à ne pas trop fantasmer sur la réalité de ce pouvoir. Personnellement, je ne parle pas souvent de ces réunions. Je ne suis pas de ceux qui fantasment sur les réunions du Bilderberg. Je sais qu'il y a des réunions du Bilderberg, il y a aussi les réunions de la trilatérale, il y a aussi les réunions de Davos. Sur Internet, tout le monde sait ce que c'est. Mais ça fait partie des fantasmes de l'extrême gauche. Peut-être même. je crois que les gens qui nous dirigent sont convaincus de la bénéficité de ce projet. Quand vous Ils dites sont les organisations eux-mêmes européistes et mondialistes, l'Europe n'étant qu'une étape sur la voie du gouvernement mondial. Quand vous parlez British Telecom, mais surtout Henri De Castres, l'ex-PDG d'AXA, le deuxième assureur mondial. Il a quitté ses fonctions le 1er septembre dernier et rêve de s'engager en politique. Il est aujourd'hui à la tête du groupe Bilderberg, un cercle. Chaque année, le groupe Bilderberg se rassemble dans un pays différent pour discuter des grands problèmes internationaux. Des réunions depuis toujours entourées de mystères. À Genval, Grégory Willock et Denis Cockart ont pu apercevoir notamment la reine Béatrix des Pays-Bas. Ce sont des conférences internationales dans lesquelles on parle des grands problèmes du monde. J'ai été invité, comme le sont des responsables politiques importants, je ne suis pas censé le dire, mais par exemple il y avait Hubert Védrine, il y avait l'ancien ministre des Affaires étrangères, Vert. Juste parce qu'en fait, il y a beaucoup de think tanks transatlantiques. Tout ça, c'est en fait un petit univers où les gens se réunissent entre eux. Ils n'ont pas besoin de comploter, ils ont le pouvoir. Ce que m'a dit un jour François Fillon. Je lui ai dit, mais pourquoi tu vas au groupe Bilderberg? Parce qu'il est rentré, il a été agréé par le groupe Bilderberg, de même que son ami Alain Juppé l'année d'après. Entre gens qui ont éventuellement quelque chose à dire sur un des sujets traités. Le directeur général de FAIS, je pense que c'est un lieu de rencontre des intellectuels, des journalistes, des économistes, des politiques. De quoi on a parlé? On a parlé de la guerre en Irak, avec des gens venus du monde entier. Le groupe de Bilderberg, vous en entendrez certainement parler dans les prochains jours. Tout de suite, des précisions sur cette espèce de sigle, dénomination assez inconnue du grand public. Bon, ben voilà. Je connais Davos. Bilan direct. You know, I think Pat's coming quickly. Soon, I think he's going to be in a position for the Trilateral Commission. And if he shows promise beyond that, there's Bilderberg. World control, Pat. Settle for nothing else. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Oui, comme vous venez de le voir dans cette introduction qui intronise sans doute le groupe ou la réunion qui suscite à la fois toutes les passions, toutes les curiosités, mais aussi tous les fantasmes. Je veux parler évidemment de ce fameux groupe Bilderberg, cette fameuse réunion qui a lieu logiquement entre soit mois de mai ou mois de juin, tout dépend, sauf que ces 2 dernières années, elle n'a pas eu lieu à cause évidemment de la pandémie, mais depuis sa création, chaque année, eh bien, vous avez une multitude d'individus issus de milieux à la fois politiques, institutionnels, culturels, médiatiques, finance, banque, influence, think tank, conseiller, bref,
des acteurs importants, voire même des PDG d'entreprises, de grandes multinationales. Cette réunion Bilderberg, pourquoi elle est essentielle par rapport au titre de cette vidéo qui est « Les maîtres du monde ». Parce que les maîtres du monde, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle plus vulgairement le haut de la pyramide, c'est-à-dire ceux qui finalement ont les leviers, ont les commandes de ce monde. Quoique, tout est à relativiser. Pourquoi? Tout simplement parce que ce dont on parle aujourd'hui, c'est essentiellement des influences ou des pouvoirs majoritairement occidentaux. Et plus particulièrement, j'insisterai sur l'aspect le plus essentiel qui me semble bien retenir sur cette question, c'est le terme atlantisme. Parce que même si on parle de globalisme, même si on parle de mondialisme, force est de constater qu'en règle générale, si on gratte un peu, on se rendra compte qu'en grande majorité, ce sont tous des atlantistes. Alors, les maîtres du monde, le haut de la pyramide. C'est souvent d'ailleurs la question qui survient dans certaines conversations, des noms. On veut des noms. Qui sont ces gens que l'on prétend être ceux qui aujourd'hui donnent des ordres, ou tout du moins dirigent le monde, ou veulent construire un nouveau monde, le fameux nouvel ordre mondial, avec une gouvernance mondiale? Eh bien, j'ai envie de dire, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas d'entité à proprement parler, on va dire que c'est plutôt une sorte de conglomérat d'intérêts communs. D'intérêts communs évidemment liés à la finance, liés aux intérêts de ceux qui ont l'argent et le pouvoir. Et vous verrez, je vous mettrai des cartons qui vont se succéder ici pour vous donner un petit peu un ensemble d'éléments. Et pour cela, évidemment, il faut des endroits pour se rencontrer, pour discuter, pour débattre, voire peut-être prendre des décisions sur des orientations à donner pour un ensemble d'acteurs économiques, politiques, sociaux, culturels, médiatiques, par l'intermédiaire ensuite évidemment des différents réseaux, des différentes influences, des différentes institutions auxquelles un certain nombre de personnes ont accès ou sur lesquelles ils ont évidemment leur mainmise, disons-le carrément. Alors il existe en effet une multitude d'organismes, et très souvent ces organismes on les assimile en effet à des réunions de prise de décision. On va déjà éliminer quelque chose, parce que si on veut véritablement remonter en haut de la pyramide, on se rend compte très sincèrement que dans l'inconscient collectif, il revient souvent à un certain nombre de noms qui sont souvent liés à ce désir de gouvernance mondiale par la prise du pouvoir, par la destruction des démocraties, par la destruction de la religion, etc. Alors, ceux qui reviennent de plus en plus, très souvent d'ailleurs dans les sites conspirationnistes, etc., c'est évidemment... Alors les premiers, je vais faire l'impasse un peu dessus parce que de toute façon c'est pas le sujet de la vidéo de développer un petit peu leur environnement, mais très clairement oui, ils ont eu leurs influences, c'est évidemment la franc-maçonnerie. Cette franc-maçonnerie qui est née au XVIIe, XVIIIe siècle, qui s'est étendue, qui s'est développée et qui a aujourd'hui une multitude d'obédiences, des obédiences à la fois françaises, mais aussi britanniques, mais aussi s'est développée dans un certain nombre de pays, plus particulièrement, je veux dire, par rapport à certaines cultures, d'où la raison pour laquelle, à bout d'un moment, il y a des divergences, c'est-à-dire que la franc-maçonnerie s'est adaptée finalement à l'évolution des mentalités, à l'évolution de ce qui a mué au sein même de cette organisation, ce qui fait que, par exemple, ce qui se pratique dans la franc-maçonnerie française n'est pas le même principe que, ou diffère quelque peu sur la façon d'entrevoir, sur la façon de faire que dans les obédiences, par exemple, anglo-saxonnes et surtout américaines. Je vous donne juste un exemple tout à fait flagrant, c'est que si en France les maisons, je ne sais plus comment, les temples, pardon, voilà, je cherchais le mot, les temples maçonniques sont relativement discrets, eh bien ce n'est pas le cas aux États-Unis. Aux États-Unis, au contraire, les temples maçonniques sont vraiment là en pignon sur rue, s'affichent parfois même de façon
très glorifiante, correspondant évidemment à la société américaine, le m'as-tu vu, voilà, j'en mets plein la vue, etc. Donc la franc-maçonnerie, oui, la franc-maçonnerie est un des éléments, est une des branches par lesquelles on accède à, je dirais, une sorte d'adoubement pour prolonger une sorte d'idéologie, une sorte de concept pour améliorer la société, à la fois en part de religion, mais aussi en part de progrès. Même si certains pensent que la franc-maçonnerie est l'antagonisme même de la religion, alors que finalement c'est un peu idiot parce que dans la franc-maçonnerie, ou tout le moins dans les principes de la franc-maçonnerie, on retrouve des valeurs morales plus ou moins religieuses. En revanche, vous avez d'autres noms qui reviennent très souvent. Alors, vous avez par exemple le protocole des membres de Sion, dont on entend parfois ou qu'on lit dans certains sites, etc. Sauf que le problème, c'est que cet organisme, en réalité, est un organisme qui était déjà à l'origine faux. C'est-à-dire que c'était en réalité une construction des services secrets, de la police secrète du tsar de Russie en 1903, si ma mémoire est bonne, pour justement légitimer, légitimer, oui, en effet, toute une politique assez antisémite vis-à-vis de la communauté juive, vis-à-vis voilà, de toute cette idéologie qui va avoir évidemment toutes ses conséquences dans les années 20 et dans les années 30 malheureusement. Mais il y a aujourd'hui des gens qui veulent nous faire croire que cette organisation existe toujours. Alors c'était une organisation évidemment qui est très clairement antisémite puisqu'elle montre essentiellement, elle s'attaque essentiellement à la communauté juive et plus particulièrement au sionisme, même si certains trouveraient peut-être logique de considérer que cette organisation existe toujours, surtout quand on est dans l'esprit antisioniste, mais d'une manière générale, on n'a absolument aucune preuve, aucune trace de l'existence de cette organisation. Et enfin, celle également dont on entend souvent, et qui a fait d'ailleurs l'objet de certains fantasmes, parfois même très convictionnels de la part de beaucoup de gens, c'est les fameux Illuminati. Alors les Illuminati, il faut savoir quand même que ce n'est pas un mouvement très ancien, c'est un mouvement qui date du XVIIe, XVIIIe siècle et qui a été en fait promulgué par une sorte de philosophe, écrivain, penseur bavarois, si ma mémoire est bonne, mais qui finalement, en fait, il voulait tout simplement créer une sorte de communauté un petit peu à l'image de la franc-maçonnerie. Tout simplement parce que la franc-maçonnerie, c'était quelque chose qui l'intéressait, mais à l'époque, à l'endroit où il se trouvait, là où la France, à un moment donné, il va y avoir ce qu'on appelle l'époque des Lumières et qui vont amener en partie la Révolution française, évidemment, toutes ces idéologies, tous ces concepts vont commencer évidemment à faire peur à certaines monarchies européennes. Et ce monsieur qui va créer donc, alors à l'origine, ça portait pas le nom d'Illuminati, ça portait un autre nom, je vous le mets ici. Mais en fait, il a en effet fait une sorte de copier-coller finalement des concepts et des préceptes de la franc-maçonnerie. Sauf que ça ne va pas durer longtemps, puisque justement, promouvant les idées des Lumières, remettant en question l'hégémonie des monarchies européennes, eh bien, le tenant de la monarchie de l'époque va à un moment donné décider de mettre un terme à ce mouvement, et finalement ce mouvement va être finalement interdit. Mais là encore, je dirais un peu comme le phénomène des Templiers, vous avez des gens qui ont extrapolé, qui ont fantasmé le fait que finalement cette organisation secrète va devenir secrète, c'est-à-dire que vu qu'elle est interdite, vu qu'elle est proscrite, eh bien elle va rentrer dans la clandestinité. Et qu'aujourd'hui, eh bien il y aurait en effet encore des organisations ou des mouvements qui existeraient et qui agiraient pour le compte des idéologies illuminatives. Sauf que le problème, c'est que quand on gratte un petit peu, on se rend compte que ça ne tient pas debout, que ça n'a pas de sens. Alors, qu'il y ait peut-être en effet des organisations qui se proclament ou s'autoproclament les héritiers des idéologies Illuminati, ou voire même du protocole des membres de Sion. Oui, peut-être que ça existe, mais
je ne pense pas que ce sont des gens qui sont véritablement à une hauteur pour avoir une certaine influence, une certaine autorité, pour être considérés comme faisant partie du cercle des maîtres du monde. Donc tout ça pour revenir, finalement, quelle est l'organisation qui pourrait peut-être être la plus symbolique de regrouper ces gens qui pourraient, de par leur nom, de par leur position, de par leur réputation, eh bien être des gens qui ont cette influence, qui ont ce pouvoir d'être au sommet de la pyramide. Forum de Davos, trilatéral, je vous mettrai ici en carton un petit peu quelques détails, mais en ce qui concerne donc Bilderberg attire plus particulièrement les regards. Pourquoi? Parce que contrairement à d'autres organisations, à d'autres think tanks, le Bilderberg est une réunion informelle, et de ce fait, c'est une réunion en huis clos. C'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas de quoi l'on parle, quels sont les sujets abordés, ou tout du moins, on peut avoir en effet sur le site officiel, puisqu'il y a un site officiel du groupe Bilderberg, dans lequel il détaille en effet les sujets qui peuvent être abordés pendant cette réunion, mais le problème c'est que entre ce qui est inscrit sur le papier et la réalité, on ne sait pas. On ne sait pas si en réalité il s'agit, comme nous l'a expliqué de Védian, une simple lieu de réunion où des gens importants, influents, ont la liberté de pouvoir s'exprimer, informer, expliquer, imaginer, proposer des idées, mais on assure que au Bilderberg, il n'y a absolument aucune décision de prise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan à mettre en place à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, etc. Donc, mais on n'en sait rien. Parce qu'en réalité, Bilderberg peut en effet, de par ce secret qui est imposé sur cette organisation de cette réunion, on peut se demander si en effet Bilderberg n'est pas justement cet endroit où justement on ne va pas donner les ordres, mais on va mettre en place les propositions et on va mettre en place les grandes lignes finalement de ce qui est préconisé, de ce qui est à suivre pour la mise en place d'un projet ou pour la mise en place d'un plan. Ce plan, c'est évidemment, on en revient toujours au même principe, le nouvel ordre mondial, la gouvernance mondiale. Bilderberg, c'est pourtant, finalement c'est là que c'est un petit peu bizarre, on va dire, parce que finalement Bilderberg n'est pas réellement l'endroit où on peut imaginer la mise en place d'une gouvernance mondiale. Pourquoi? Tout simplement parce que Bilderberg ne regroupe qu'essentiellement, en grande majorité, que des positions ou des idées européennes, atlantistes et évidemment américaines, puisque quand même les Américains restent relativement présents, et vous le verrez d'ailleurs sur les tableaux que je vous ai préparés. Je vais vous faire défiler ici tous les tableaux, vous verrez, il y a des listes de noms, vous verrez des noms. Alors j'ai focalisé évidemment plus des noms américains, des noms français, pour que vous ayez au moins des références et que vous puissiez constater par vous-même que il y a certaines personnes qui aujourd'hui font parfois des leçons de morale, des leçons de droit de l'homiste, de démocratie, alors qu'en réalité ce sont des gens quand même qui ont été invités chez Bilderberg, et donc c'est pas pour rien, c'est qu'ils ont bien une fonction, ou ils ont bien un rôle particulier, ou une position particulière, pour justement rentrer dans le moule de ce projet de gouvernance mondiale, ou de nouvel ordre mondial. Et donc, comme je disais, le problème du nouvel ordre mondial, selon Bilderberg, c'est que ça reste quand même un concept, une idée très occidentale, finalement. Alors, on fait participer évidemment des acteurs d'autres pays, comme des acteurs de Turquie, on a eu parfois même des Japonais qui sont venus, on a invité évidemment des personnalités de certains pays africains, du Moyen-Orient, etc., parce que on ne peut pas construire, on ne peut pas concevoir un nouvel ordre mondial sans aussi faire participer les autres. Sauf que parmi les autres, ceux qui évidemment ne sont jamais invités, c'est évidemment ceux qui sont en opposition avec ce projet
de nouvel ordre mondial, sous autorité évidemment occidentale, et encore, quand je dis occidentale, c'est à mettre entre guillemets, puisqu'on le sait, il y a un pays en particulier qui refusera toujours d'avoir une entité supérieure à lui-même, c'est évidemment les États-Unis. Donc les États-Unis gardent en effet un œil pour ne pas voir à un moment donné des gens vouloir peut-être instaurer ou implanter ou imaginer une entité qui puisse à un moment échapper à leur contrôle. Donc ça là-dessus, si on retrouve des gens comme Henry Kissinger, comme les Rockefeller, très souvent dans les réunions de Bilderberg, ce n'est pas pour rien, c'est que c'est quand même eux qui ont été plus ou moins des artisans de la création de ce groupe Bilderberg. Et donc, évidemment, les mauvais élèves, ceux qui sont les réfractaires à ce grand projet, c'est évidemment les mondes émergents. Les mondes émergents, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est l'Inde, c'est des pays qui, voilà, ne sont pas trop d'accord sur l'idée d'un monde unipolaire, parce que c'est des pays qui veulent légitimer d'avoir leur droit aussi à la souveraineté, de ne pas être soumis à un ordre mondial. Et donc, pourquoi j'insiste plus sur le Bilderberg ? C'est tout simplement parce que de Bilderberg, eh bien, ceux qui sont invités au Bilderberg, ceux qui sont des membres du Bilderberg, ceux qui sont souvent invités au Bilderberg, ceux qui ont fait Bilderberg, eh bien, on peut considérer que ce sont ces gens-là. Ce sont ces gens-là qui sont à la fois, on va dire, les marionnettistes comme les marionnettes. Si vous avez des gens comme Bezos, comme Musk ou Bill Gates qui ont été invités, c'est bien la preuve que ce ne sont pas des maîtres, ce sont des acteurs, ce sont des marionnettes qui, de par évidemment leur position hégémonique sur des plans ou des secteurs économiques, eh bien ont forcément de l'influence. Et donc, ce sont des acteurs avec lesquels les maîtres du monde doivent impérativement jouer et les mettre de leur côté. Ça, bien sûr, c'est évident. Ceux qui sont éventuellement à mettre en évidence, c'est évidemment les banques, et plus particulièrement les banques internationales. Et il y en a quelques noms qui évidemment reviennent toujours à nos oreilles, c'est Rothschild, JP Morgan, Goldman Sachs. Ce sont évidemment ces grands empires financiers, entre autres HSBC, vous avez aussi Paribas, ou d'autres grandes banques, que ce soit françaises, américaines, britanniques, etc., qui, de par leur taille, ont aussi leur part aussi non négligeable en tant qu'acteurs à la construction de ce nouvel ordre mondial. Et évidemment, ceux qui font les démocraties, c'est-à-dire les politiciens. Les personnalités institutionnelles, qui sont à la fois des hommes politiques, mais aussi des hauts fonctionnaires, comme aussi des gens importants dans les milieux culturels et médiatiques. Edward, was wondering if I could get a comment on what you're going to be doing here at the Bilderberg meeting. Because I'm a journalist, so I'm just here to look, to listen, and to do my job exactly as you. Are you going to report on this? Et évidemment, si Bilderberg peut être considéré aujourd'hui comme étant le pôle connu de ce haut de la pyramide, de cette structure de maître du monde, dépendent évidemment de Bilderberg d'autres infrastructures, d'autres entités, dont je vous ai parlé, le Forum de Davos, la trilatérale qui est la plus ancienne d'ailleurs organisation, mais qui elle est évidemment essentiellement américaine et défend les intérêts américains dans ses relations justement à l'exportation idéologique, économique et politique des intérêts américains dans la construction d'un nouvel ordre mondial. Vous avez d'autres organisations, vous avez des think tanks, etc. Et alors, pour ce qui concerne la France, celui évidemment le plus connu et qui garde aussi ce petit côté relativement secret, c'est le Siècle. Le Siècle qui se réunit, je crois, tous les deuxièmes mercredis du mois, une fois par mois, dans l'hôtel Grillon, qui se trouve à la Concorde, où là encore, on est en face d'un phénomène de
secret, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de journaliste, il n'y a pas de compte-rendu, contrairement à Davos ou la Trilatérale, où là il y a de la communication, il y a du rendu compte médiatique, il y a même des vidéos, des rapports aujourd'hui maintenant où vous pouvez même suivre des discussions, des colloques, des réunions sur des lives, surtout depuis la pandémie, où aujourd'hui Davos par exemple, avec le fameux grand reset, il est évident que là on a intérêt à commencer à préparer les esprits de l'opinion avec le grand reset, même si là depuis quelque temps on n'en entend plus parler, mais néanmoins il n'en est pas moins en pleine action. Eh bien le siècle, oui voilà, on ne sait pas ce qui s'y dit. Alors certains, on a essayé de leur tirer un petit peu les vers du nez, mais ce qui est assez amusant, c'est de se rendre compte que sont parfois invités des gens qui sont à la fois des antagonismes politiques et idéologiques. C'est-à-dire qu'on y trouve à la fois des gens de droite que des gens de gauche, ou des gens assimilés de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, ou centristes sur le plan idéologique parlant, évidemment, puisque c'est à la fois des politiciens, des médias, etc. Et là encore, c'est assez amusant de voir ces gens finalement aller à la réunion. Alors, bien sûr, nous sommes dans des démocraties, donc il n'y a rien interdit, quand on a des divergences idéologiques ou des divergences politiques, de se réunir pour discuter. Au contraire, peut-être que c'est justement là la preuve que la démocratie, que les libertés d'expression et d'opinion peuvent le mieux s'exprimer. C'est-à-dire, même quand vous êtes des antagonismes politiques et idéologiques, eh bien, vous pouvez vous réunir sans avoir la pression, évidemment, médiatique, sans avoir la pression de dire des choses qui risquent d'être mal interprétées par des médias, ou retranscrites, ou retraduites d'une certaine façon pour dire ce que vous n'avez pas dit, etc. Ça peut en effet se comprendre. Et d'ailleurs, le Bilderberg, peut-être, est en effet dans cette optique. C'est-à-dire de permettre à une multitude d'acteurs de différents secteurs influents des sociétés modernes, et plus particulièrement les sociétés européennes et américaines, eh bien de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler, discuter librement, sans avoir la crainte ou la peur que des journalistes ou des presses ou des médias finissent par prendre des mots, prendre des structures, prendre des idées et en faire des traductions parfois malveillantes. C'est tout à fait compréhensible. Mais inversement, quand on est des personnalités publiques, quand on a des comptes à rendre quand même à la souveraineté de nos nations, en l'occurrence vous, le peuple, qu'on assiste à des réunions où finalement on ne sait pas ce qui se dit, il ne faut pas s'étonner que ça suscite à la fois des questions, comme aussi des extrapolations, comme aussi des fantasmes. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on peut véritablement dire, si ce n'est que si l'on veut trouver des noms pour savoir qui sont en haut du sommet de la pyramide, eh bien Bilderberg est sans doute l'endroit le plus idéal et le plus convenant qu'il soit pour trouver des noms de gens de par leur position politique, institutionnelle, financière, médiatique, idéologique, culturelle, parce qu'il y a aussi des gens de la culture qui ont été invités au Bilderberg. Donc vous verrez, je vous ai mis donc les noms sur ces cartons qui défilent ici. Tout ce que je vous mets là sont des exemples, hein, c'est pas des informations détaillées, puisque vous verrez par exemple pour la France, j'ai mis des noms les plus symboliques, hein, les plus significatifs. Et je vais terminer sur ce survol de cette question de mais qui sont en haut de la pyramide. On ne peut pas parler de l'influence en France sans parler évidemment du fameux American Young Leader. Ce American Young Leader qui est une organisation qui finalement intègre des gens qui vont avoir un intérêt particulier de défendre les intérêts atlantistes, disons-le littéralement et complètement. Et évidemment, quand on trouve sur cette liste de gens du fameux American Young Leader, eh bien on s'interroge finalement sur mais qu'est-ce qui ressort de cette organisation? Alors certains vous diront non, c'est une organisation pour
mieux appréhender, pour mieux maîtriser les relations géopolitiques, économiques, idéologiques entre l'Europe et les États-Unis. En gros, c'est en réalité les États-Unis qui font la promotion de modèles américains, très clairement, auprès de gens qui, à un moment donné, peuvent, je dis bien peuvent, avoir une destinée importante, et donc, de ce fait, peut-être consciemment ou inconsciemment, participer, contribuer à leur niveau à cette évolution qui n'est pas une évolution naturelle, évidemment, puisque c'est une évolution influencée, pour aller justement vers des modèles, alors disons-le littéralement, ce sont des modèles ultralibéraux. Voilà. Donc tous ces gens qui sont passés au Young Leader, au Young American Leader, sont conditionnés ou sont programmés pour être des gens censés, à un moment donné, promouvoir l'évolution de nos sociétés européennes aux idéologies ultralibérales. Alors, attention, tous les gens qui sont dans cette liste que vous verrez ici, certains sont passés par ce American Young Leader, mais finalement en sont revenus, c'est-à-dire qu'ils sont revenus à des valeurs différentes. Mais force est de constater quand même que quand on voit les noms des gens, on y voit, hein, Véran, Macron, pas mal de gens, même des gens qu'on se disait, mais tiens, c'est bizarre, eux qui se prétendent vouloir défendre la souveraineté française, de la réindustrialisation, parfois qui sont critiques envers l'Europe, bah finalement, ils sont quand même passés par le Young American Leader. Donc, alors, ça, c'est pour ce qui concerne la France, une des entités, une des organisations qui, en effet, va avoir des liens avec Bilderberg. Et d'ailleurs, si je ne l'ai pas encore mis ici, je vous le mets ici, je le remets. Vous avez ce fameux tableau ici, où vous avez tous les liens entre Bilderberg, le Forum de Davos, la trilatérale, etc. Et vous voyez que finalement, tout est lié, tout a un lien à un moment donné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une entité indépendante par rapport à une autre. Non, elles sont toutes liées. Et donc, à partir du moment où elles sont toutes liées, eh bien, si à un moment donné, chez Bilderberg, on donne une orientation sur tel ou tel sujet, force est de constater qu'il va y avoir des ramifications, va y avoir des retombées idéologiques sur les autres organisations. Donc, si, j'ai envie de dire, vous avez aujourd'hui la curiosité de vous pencher sur la question, ben, vous pouvez trouver, en effet, vous pouvez trouver sur Wikipédia, vous pouvez trouver sur des blogs, vous pouvez trouver même des vidéos sur ce sujet, mais encore une fois, il y a beaucoup de vidéos qui ne font que survoler le sujet, parce que, encore une fois, trouver des liens de cause à effet, ça nécessite des enquêtes, ça nécessite des recherches, et ça nécessite des moyens. Donc il y a très peu de gens, finalement, il y a très peu de lanceurs d'alerte qui aujourd'hui peuvent trouver les financements pour s'attaquer à ce sujet. Et il est évident que quand vous avez besoin de financement pour pouvoir faire des enquêtes justement sur ces milieux-là, même enquêter sur le Bilderberg, eh bien, généralement, les gens vont se retrouver quand même à confronter à un sujet où ils vont essuyer des refus. Ils vont essuyer des refus de beaucoup d'organismes, et finalement, il n'y a que les indépendants, les réels indépendants, mais les réels indépendants, bah, ils sont obligés parfois de travailler à la mesure de leurs moyens, et malheureusement, parfois, ils n'ont pas les infrastructures, ils n'ont pas les logistiques, ils n'ont pas les contacts pour leur permettre justement de pouvoir enquêter sur la question et de faire un petit peu d'élagage pour savoir qui est qui a tel ou tel rôle, qui est vraiment important, etc. Donc c'est pour ça que bah, le sujet de cette vidéo, c'était ça, c'était de vous donner un petit peu une sorte de survol sur quels sont les noms qu'on peut éventuellement retenir comme étant des gens qui sont des décisionnaires, des commanditaires, des exécutants sur cette idée de nouvel ordre mondial, et donc de cette sphère des maîtres du monde, mais comme je vous le dis, qui sont les maîtres du monde, d'une partie du monde, et pas de l'ensemble du monde. Même si, encore une fois de plus, il existe néanmoins un certain nombre de liens et un certain nombre d'intérêts avec les réticents, avec les réfractaires
On le sait, par exemple, que Poutine n'est pas contre un nouvel ordre mondial. En revanche, il est comme un certain nombre de pays, c'est-à-dire que nouvel ordre mondial, coopération, sauf que le problème, c'est que la coopération, il a tout de suite compris qu'il n'y a pas de coopération réelle. C'est que le pouvoir sera en réalité concentré entre une seule entité, en l'occurrence les États-Unis qui, eux aussi, ne sont pas véritablement la tête pensante de cette oligarchique volonté de maîtrise de gouvernance mondiale, puisque derrière, les États-Unis sont tout autant dépendants de ce que nous sommes nous autres, c'est-à-dire l'argent. D'où l'intérêt, en effet, absolument, par tous les moyens, de sauver le dieu dollar. Parce que l'impérialisme américain, la clé, elle est là. C'est son dollar. Son dollar qui, même s'il est en très mauvaise posture, comme je vous l'avais déjà expliqué par rapport au panier international des devises internationales, vu que chacune des monnaies n'est pas en bonne santé, le dollar arrive plus ou moins à se sauver. Et du fait que le dollar, comme je vous l'avais expliqué, sur ce scénario, si demain, par exemple, la France décidait de quitter l'Union européenne, si jamais l'Union européenne explose, ça veut dire que même l'euro finit par exploser, la France va être obligée, à un moment donné, de commercer avec des monnaies du panier international. Elle ne monétisera pas ses échanges avec un franc. Non, elle le fera avec une autre monnaie. L'euro, si tant est que l'euro reste à un niveau relativement bon, mais ce qui est fort probable dans la mesure où si la France quitte l'Union européenne, forcément l'euro va s'effondrer. Donc la France va se diriger vers une des autres monnaies. Et quelle autre monnaie aujourd'hui qui a encore plus ou moins une fiabilité, si ce n'est le dollar américain? Et d'ailleurs, je vous invite à bien réfléchir, c'est que si demain nous sommes confrontés à une crise économique majeure, les Américains sont tout à fait amenés à faire tout et n'importe quoi pour sauver leur devise, quitte à sacrifier l'Union européenne, à sacrifier l'euro. Parce que en sacrifiant l'euro, les Américains savent très bien que tous les pays de la zone euro reviendraient à travailler avec le dollar. Et face à la Chine, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça servirait plus ou moins aussi l'intérêt peut-être de balayer une organisation qui aujourd'hui n'est plus en odeur de sainteté à l'échelle d'une certaine souveraineté de certains pays membres de l'Union européenne, et peut-être de remplacer l'Union européenne par quelque chose d'autre. Et pour ça, il faudrait une légitimité, il faudrait un événement. Je sais, l'un d'entre vous va me dire, une guerre, l'Ukraine. Alors, en effet, même si dans ma précédente vidéo je vous ai dit l'Ukraine, pour moi il n'y a pas d'intérêt à ce qu'il y ait un conflit, il n'en est pas moins que, par intérêt, on peut en effet provoquer un événement pour déclencher un conflit. Mais ça ne sera pas un conflit à cause des Russes, ça sera un conflit à cause des Américains. Les Américains qui sont en train de tout faire pour faire peur non seulement aux Américains, mais aussi aux Européens, en disant, attention, la Russie va attaquer l'Ukraine. C'est-à-dire provoquer une situation de peur, provoquer une situation de crainte, pour finalement... Sauf que le problème, c'est que dans le cas présent, c'est pas dans ce but-là. Le but réel, c'est tout simplement parce que, aux États-Unis, le Parlement américain est complètement vérolé par les lobbying, et qu'aujourd'hui le lobby militaro-industriel est plutôt mal en point, donc il leur faut une nouvelle guerre, ou tout du moins il leur faut une situation qui pourra légitimer de pouvoir vendre des armes, armer toujours plus. Finalement, c'est ce qui est en train de se passer. L'Ukraine, on vient de leur envoyer quand même du matériel. Je crois que la Grande-Bretagne vient de leur envoyer du matériel. Et je crois que la France, d'ailleurs, vient aussi leur envoyer aussi du matériel. Je ne sais plus où, quel autre pays aussi vient de leur envoyer. Enfin, vous voyez, en fait, cette crise ukrainienne, pour l'instant, ce n'est qu'une question de business. Ce n'est pas du tout une question
idéologique ou géopolitique. Donc, il faut faire attention de ne pas tomber dans ce piège. Alors, attention, je ne dis pas qu'il risque de rien se passer. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose, un déclencheur. On ne le souhaite pas parce que ça pourrait éventuellement mener à une situation d'escalade. Mais encore une fois, je veux dire, les Américains comme les Russes sont parfaitement conscients qu'une situation d'escalade ne mènerait nulle part. Tout le monde serait perdant. Donc, par contre, pour faire tourner la machine du business militaro-industriel, pourquoi pas laisser traîner une petite guerre, un petit conflit, finalement comme ce qui a été un petit peu le Vietnam. Hein. Souvenez-vous, de toute façon, à la fin des années 60, le Vietnam était déjà perdu par les Américains, mais le lobbying a obligé ou a incité l'autorité américaine à rester jusqu'en 1975, où voilà, ils ne pouvaient plus rester, c'était plus possible, la situation était trop difficile à gérer et très impopulaire auprès du peuple américain. Donc là, les politiciens ont dit au lobby militaro-industriel, non, là, écoutez, on peut plus, là, on n'a pas envie de déclencher une révolution ou des émeutes au sein même des États-Unis sur le problème du Vietnam. Donc là, le Vietnam, hop, on coupe court. Donc, voilà pour ce que je pouvais vous dire de façon très succincte, évidemment. Je survole vraiment la situation parce que j'ai pas envie de faire une vidéo de plusieurs heures. C'est pour ça que je vous ai fait plusieurs cartons avec vraiment là quelques détails d'informations. Mais je vous invite peut-être à voir piquer votre curiosité et peut-être à aller voir par vous-même ailleurs. Mais au moins, j'espère que cette vidéo vous aura donné au moins quelques éléments de réflexion par rapport à tous ces sujets qui touchent la gouvernance mondiale, les hauts de la pyramide, les maîtres du monde, qui dirigent, qui commandent, qui exécutent, etc. Donc là, vous avez déjà une petite ébauche assez intéressante et assez succincte pour bien comprendre un petit peu la situation. Et d'ici là, qu'on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo, eh bien, que puis-je vous souhaiter de bien vous porter et puis surtout bon courage avec le pass vaccinal.